Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Sur la planète Sida, et en fait, il y a l'Afrique australe et il y a le reste. Et on peut vraiment parler d'une région hyperendémique. Et je montrerai les taux d'infection extrêmement élevés, parlerai de la vulnérabilité des femmes, des explications de cette endémie et des aspects politiques du déni en Afrique du Sud surtout. Le sida en Afrique du Sud a fait son apparition comme si c'était un pays blanc, européen, pas étonnant. Ça, c'est la première publication sur 2 patients. C'était 2 hommes homosexuels blancs qui avaient la pneumonie à pneumocystis carini. Et donc, ça, c'était pas différent. C'était en 1983 en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et en même temps, il y avait déjà une épidémie en Afrique centrale, comme j'ai montré. Et vous voyez ici la progression de l'épidémie du VIH en Afrique du Sud, avec même en 90, il y avait moins d'1% d'infection, excepté au KwaZulu-Natal, où c'était 2%. Et puis, 4 ans plus tard, une lente progression, et puis vraiment une explosion épidémique qui en fait maintenant, comme toute la région, ce sont les dernières données de 2008, des taux d'infection qui sont vraiment difficiles à imaginer. Ici, la couleur, malheureusement, ne correspond pas au taux d'infection, mais vous voyez la province du KwaZulu-Natal, où se trouve Durban. Il y a 38% des femmes enceintes sont séropositives. 38%. Pour la Malanga, 35%. Le Orange Free State, 32%. Mais par contre, ce qui est considéré comme une province peu touchée, où se trouve Cape Town, ce n'est que 16%. Le danger, c'est en fait que les gens commencent à être habitués et trouver ça normal. Ils trouvent ça normal. Ça, c'est la normalité. Quelle est la définition de la normalité? Et quand on prend un pays comme le Swaziland, même si ça n'est fait que 1,5 million de personnes, c'est un pays, c'est des gens. On voit aussi le taux d'évolution avec plus de 40% de femmes enceintes. C'est inimaginable. Quand on compare ce qui se passe s'est passé en Afrique australe et comparé au reste du monde, le reste du monde avait soit une augmentation dans les années 80 ou à des taux plutôt stables, mais ce n'est qu'en Afrique australe, Botswana, ici KwaZulu-Natal, où on voit cette évolution continue à la hausse. Ça, c'est une communauté au KwaZulu-Natal qui s'appelle Klabisan, pas très loin de Durban, où 40% des femmes enceintes sont séropositives. Et ça, c'est le taux de prévalence. Donc, ça, c'est quand on mesure, 40% sont séropositives. Et les nouvelles infections sont à un taux à peu près 10%. Chaque année, 10% de ces femmes deviennent infectées. Donc, ça veut dire que une femme qui habite là-bas a un risque d'à peu près de 80% d'accueillir le VIH et de mourir du sida, parce que le traitement n'est pas toujours disponible.
Tout cela correspond à une augmentation fulgurante de la mortalité. Si ça, c'était la mortalité au Swaziland en jaune avant le sida, et quand on extrapole, ça peut augmenter un tout petit peu, et c'est ça ce qui a été ajouté. Donc, ce n'est vraiment pas un détail là-bas. Et on voit aussi que l'espérance de vie à la naissance a été renversée en Afrique australe. Donc, un peu partout dans le monde, c'est un des grands indicateurs de progrès. C'est une augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Vous voyez ici, en Europe de l'Ouest, on est maintenant à peu près à 80 ans. Et en 50, c'était moins de 70 ans. Donc, en 50 ans, nous avons ajouté, grâce au progrès, à la sécurité sociale, aux conditions de vie, on a ajouté plus de 10 ans de vie pour notre population européenne. En Asie, c'est même plus spectaculaire. En 50 ans, ils ont ajouté presque 30 ans de vie. Et l'Afrique australe était sur la bonne voie, mais vous voyez ici, à partir de la moitié des années 90, il y a un renversement, et ils sont maintenant au niveau des années, du début des années 50, et ça continue à baisser. Donc ça, c'est la réalité du sida à une macro-échelle. Et ça, on peut la trouver aussi dans la distribution des populations, donc la pyramide de la population qui est devenue, comme on dit, une cheminée presque. Donc ça, c'est la réalité en foncé, et la pyramide, ce qu'aurait été la pyramide sans sida. Donc, et vous voyez, comme je dis, on appelle ça le phénomène de la cheminée, parce qu'il y a cette mortalité qui fait qu'on n'a pas, primo, une base à cause d'une baisse de la fertilité, due partiellement au sida aussi, regardez, et puis il y a les gens qui sont morts. Il y a aussi un phénomène des orphelins, et je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais il y a des pays comme le Zimbabwe et d'autres pays dans la région qui ont vu une augmentation fulgurante des orphelins. Autre conséquence de cette épidémie, c'est la tuberculose qui est aussi en augmentation. Ça, c'est le taux d'infection, la prévalence du VIH dans cette même région au KwaZulu-Natal, mais c'est représentatif d'autres régions, et le nombre de cas de tuberculose dus à une immunodéficience. Autre conséquence, c'est un coût énorme pour les services de santé. Encore une fois, on voit ici, entre 1995 et 2010, le coût par an pour les services de santé sans sida, enfin, en dehors du sida, et ça, c'est ce qui a été ajouté. Imaginez-vous qu'en France, 30%, 40% de la population adulte, enfin adulte entre 15 et 49 ans, serait infectée, vivrait avec le VIH. Toute la sécurité sociale, le système de santé est déjà sous pression énorme. Ce serait l'effondrement. Comment est-ce qu'on peut attendre alors de pays beaucoup plus pauvres qu'ils fassent front à une épidémie pareille sans aide extérieure? Ce n'est pas possible. Ce qui est remarquable en Afrique australe, c'est cette vulnérabilité des femmes, qui est due à beaucoup de facteurs. Encore une fois, des statistiques ici, mais ça vient d'une enquête nationale en Afrique du Sud, qu'ils répètent maintenant sur un échantillon représentatif tous les 2 ans. Et vous voyez que, surtout pour les adolescents, les teenagers et les femmes jeunes, la différence est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'entre 15 et 19 ans, il y a déjà 7% des filles qui sont infectées. Entre 20 et 24 ans, c'est plus de 20%. Et c'est clair que ce n'est pas les garçons de leur âge qui infectent ces filles.
c'est en fait en général des hommes plus âgés, ici c'est qui infectent des femmes beaucoup plus jeunes. Et c'est cette différence d'âge entre les hommes et les femmes qui est un des moteurs de cette épidémie. Cette différence d'âge existe dans pratiquement toutes les sociétés, mais l'écart est assez grand en Afrique australe et on ne comprend pas très bien comment on peut être infecté à ce taux-là, vu aussi le fait que ce ne sont pas des filles ou des femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels. Donc, par rapport sexuel, le risque de transmission doit être beaucoup plus élevé que chez nous ici. Et on ne comprend pas. Bon, même chose au Swaziland. Ça se reflète aussi dans la mortalité. Ici, vous voyez l'évolution de la mortalité entre 1994 et 2000, et ça continue à augmenter pour les femmes. Ça déjà, maintenant, les femmes jeunes meurent 4 à 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors, quelles sont les causes de cette hyperendémicité? Beaucoup de facteurs qui sont l'héritage de l'apartheid. Beaucoup. Un apartheid qui était pas seulement caractérisé par un développement séparé, comme le disait la terminologie officielle, mais qui avait aussi des conséquences énormes pour la vie quotidienne de tout le monde. Et je reviens alors ici au modèle de transmission des facteurs. Et en fait, c'est des facteurs qui, pour l'apartheid, qui interviennent à tous les niveaux, que ce soit individuels, sociaux ou structurels. Tout d'abord, on peut se poser la question, est-ce que le virus est peut-être différent en Afrique australe? Première possibilité. La réponse est oui. Il y a une prédominance d'un virus de sous-type C qui pourrait être plus agressif, mais ce n'est pas très très clair. Et de toute façon, on trouve ce virus aussi en Afrique de l'Est. Et je pense que ce n'est pas le sous-type de virus qui explique. Deuxième question, est-ce que en Afrique australe, est-ce que les gens ont beaucoup plus de partenaires? Est-ce qu'ils commencent beaucoup plus tôt avec le sexe, etc.? La réponse, encore une fois, est non. Ici, vous voyez la proportion de jeunes qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, donc très tôt. Et c'est en fait les États-Unis qui viennent en premier lieu pour quand on prend les hommes, les filles et les garçons. Pour les autres pays, il y a de grandes différences parfois entre garçons et filles, comme ici au Gabon. Mais il n'y a pas d'indication du tout de toutes les enquêtes qu'on a faites qu'en Afrique australe, ce serait différent d'ailleurs. En fait, s'il y a quelque chose, c'est qu'il commence plus tard. Vous voyez ici pour le Zimbabwe. Donc ça, ce n'est pas une explication non plus. Autre explication qui est venue de modèles mathématiques qui montre que quand on a au moins 2 partenaires en même temps, je ne dis pas au même moment, mais qu'on a des relations avec 2 personnes, et que ça, c'est un mode très efficace de transmission du VIH. Donc, on parle de monogamie sériale, c'est-à-dire on a un partenaire pendant X semaines, et puis, ou mois, ou années, et puis un autre, ou bien on peut en avoir 2 qui sont un peu avec un overlapping. Et donc là, s'il y a au niveau d'une population, il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle ce partenaire simultané, que ça montre que c'est mieux pour le virus pour se diffuser dans la population. Ça, c'est dans les modèles mathématiques, mais ça ne vient pas du tout, ça ne ressort pas non plus des observations empiriques. Ici, ça, c'est une étude qui vient d'être publiée par Georges Renier et qui a étudié la polygynie, donc la polygamie,
Et il trouve que dans les sociétés et les couples polygames, en fait, le risque d'infection diminue avec le degré de polygamie. Maintenant, ça c'est quand même très différent. Une polygamie organisée est complètement différente de partenaires qui viennent et qui vont. Donc ça, c'est pas très clair non plus. Autre facteur qui joue probablement un rôle, mais ça c'est la circoncision chez les hommes. D'abord, ce sont des observations épidémiologiques qu'on avait déjà fait, je me souviens, dans les années 80, quand j'étais au Kenya, où certaines ethnies les hommes sont circoncis, d'autres pas, et que les ethnies où les hommes n'étaient pas circoncis avaient des taux d'infection beaucoup plus élevés. Le problème avec des observations pareilles, c'est que quelque chose comme la circoncision est très lié à la religion, à la culture, à l'origine ethnique, et donc ce n'est pas évident. Et on a dû attendre jusqu'il y a quelques années pour prouver vraiment dans des essais où on circoncisait des hommes, et on a prouvé que pour les hommes hétérosexuels, que leur risque de devenir infecté diminuait de 50%. Donc je crois que là, il y a maintenant 3 études indépendantes qui ont bien prouvé que ça soit le cas, mais ça ne fait aucune différence pour une femme. Le risque pour une femme pour être infectée le VIH par un homme qui est circoncis et non circoncis est exactement le même. Il y a même un risque plus élevé si on a des rapports sexuels avec un homme qui vient d'être circoncis et dont la plaie n'a pas encore pas encore fermée, pour être infecté par le VIH. Mais bon, ça c'est une période très, très courte. Et là, on voit qu'en Afrique australe, il y a des populations où le taux de circoncision n'est pas très élevé. Maintenant, on peut dire qu'en Asie, à part les musulmans, pratiquement personne n'est circoncis. De même, en Europe, la toute grande majorité des hommes n'est pas circoncis. Donc, ça n'explique pas en soi non plus ce taux d'infection. Mais ça intervient quand même. Puis on doit aller chercher dans d'autres domaines. On sort ici maintenant complètement du domaine biomédical. Et ça, c'est là que l'apartheid et l'héritage intervient. Il y a l'urbanisation, il y a les townships où on mettait ceux qui n'étaient pas blancs, et où il y a des millions de personnes qui vivent dans des conditions assez dramatiques, et où assez pauvres. Est-ce que c'est la pauvreté qui explique? Pas évident. Ici, vous voyez le taux d'infection dans pas mal de pays africains par revenu. Donc, 1, c'est le revenu le plus bas. C'est le plus haut, plus élevé, et 5, non, c'est l'inverse. 5, c'est le plus élevé. Et on voit que dans certains pays, c'est les plus riches, si vous voulez, qui sont les plus infectés. Maintenant, il faut voir aussi qu'avec le temps, ça change, parce que c'est les plus éduqués, les plus riches qui aussi sont les plus perceptifs pour les messages de prévention. Mais au début, ce n'est pas le cas. C'est ceux qui ont le plus d'argent, qui ont plus d'opportunités de rencontres sexuelles, etc. Donc, on continue à compliquer la situation. Toute l'industrie, les mines d'or, les mines de diamants, les mines de charbon, ont joué un rôle fondamental à l'époque de l'apartheid et la division du travail, parce que c'était basé sur des centaines de milliers de travailleurs immigrés qui venaient d'un peu partout d'Afrique australe jusqu'au Malawi. Et ça avait des conséquences aussi pour la structure des populations. Ici, vous voyez par exemple la population, les hommes et les femmes ça c'est au KwaZulu-Natal, on voit que les hommes partent du milieu rural.
Et ils viennent, Gauteng, ça c'est là où se trouvent les mines, on voit un excédent d'hommes. Dans une ville aussi, à Harare par exemple, il y a 50% plus d'hommes que de femmes. Donc il y a des imbalances qui sont. Et on voit aussi ici que, ça c'est pour les Sud-Africains en milieu rural, que ceux qui ne travaillent pas chez eux, qui sont partis pour trouver du travail, sont beaucoup plus infectés que ceux qui ne sont pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces mineurs étaient et sont toujours vivent autour des mines avec des milliers d'hommes. Ils sont groupés par leur origine ethnique ou de pays et que leur expression sexuelle pendant 11 mois, c'était des contrats de 11 mois, c'est le sexe avec soi-même, avec un autre homme ou du sexe commercial. Et ça, c'était l'idéal pour la diffusion d'un virus sexuellement transmissible comme le VIH. Autre facteur qui intervient, mais ça c'est un peu universel, ça c'est la violence sexuelle. Encore une fois, ce n'est pas plus fréquent, selon ce qu'on a mesuré, en Afrique australe que ici on prend le Namibie par exemple. Donc ça c'est les violences sexuelles et physiques en général au sein du mariage. C'est un phénomène qui existe en France, qui existe partout. Et au début, on pensait que c'était beaucoup plus fréquent en Afrique australe. Ce n'est pas le cas. Donc, on reste en fait avec un énigme. On n'explique pas. Et probablement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'explication unique, mais il y a plusieurs facteurs qui interviennent comme des vecteurs. Et chaque facteur de risque est un peu élevé en ce qui concerne l'Afrique australe, mais quand on prend la somme de tout cela, on a affaire à une épidémie ou à une situation hyperendémique. Mais ce n'est pas tellement clair. Mais ce qui est très clair, c'est que tous ceux qui disent qu'ils ont l'unique explication de cette hyperendémie, ça ne passe pas n'importe quel test scientifique. Ce serait l'idéal si on sait que c'est la circoncision ou je ne sais pas quoi, alors on met tout le paquet sur ça, mais ce n'est pas le cas. Alors, maintenant la politique. Comme j'avais dit en leçon inaugurale, chaque fois qu'on a fait du progrès en matière de lutte contre le sida, c'est grâce à une action politique positive. Chaque fois qu'on n'a pas fait du progrès, ou l'inverse, c'est parce qu'il y avait des politiques qui détruisaient le progrès. Ici, vous voyez l'impact de la mortalité au Botswana, la mortalité en général, et vous voyez qu'à partir de 2003, ça commence à baisser, avec maintenant, en 2010, on est de nouveau à un niveau au niveau de 96. Donc, et c'est suite à l'introduction du traitement antirétroviral par le gouvernement du Botswana, la fondation Gates, le gouvernement des États-Unis et la firme Merck. Et c'est vraiment grâce au leadership du président Festus Mogae, il est maintenant à la retraite, un président démocratiquement élu et qui est aussi parti quand son temps était fini. C'est pas toujours le cas en Afrique. Et lui, il a fait après une hésitation, je dois dire, au début. Il hésitait. Mais il a fait du sida une cause nationale. C'était discuté dans les réunions du cabinet. Et il avait décidé des objectifs de bonne gestion, etc. etc. C'est quelqu'un qui était un manager avant. Je prends ça en contraste avec leurs voisins de l'Afrique du Sud, où on voit ici l'évolution de la mortalité chez les femmes entre 15 et 64 ans, entre 97, c'est quand même beaucoup plus simple de dire 97, non? Je ne sais pas.
97 et 2004 pour l'Afrique du Sud. Et pour comparaison, le Brésil en 2004. Alors vous voyez qu'est-ce qui s'est passé entre 97 et 2004? Une formidable augmentation de la mortalité chez les femmes, multipliée par à peu près 4 à 5. C'est énorme. Ça. Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça en dehors de périodes de guerre, mais ça, alors c'était pour les hommes, pas pour les femmes. Et ça, c'est entièrement dû au sida. Et pratiquement tous ces cas, toutes ces morts auraient pu être évitées si le gouvernement sud-africain, sous la présidence du président Mbeki, aurait introduit les antirétroviraux au début des années 2000. Et parmi tous les gouvernements africains, l'Afrique du Sud est un gouvernement qui en a les moyens. C'est un pays à revenu moyen, même s'il y a beaucoup de pauvres. Et voici le président Mbeki, et j'étais là avec lui en mars 1995. C'était mon premier discours en public quand j'étais devenu directeur exécutif de l'ONU-SIDA, c'était à Cape Town. Et là, Mbeki était le vice-président de l'Afrique du Sud et il avait donné un très bon speech de mobilisation de tout le pays contre le sida, 85. Et donc, moi, je me dis, oh, voilà, il y a de l'espoir ici. Mais malheureusement, quelques années plus tard, en 2000, il commençait à avoir des idées vraiment bizarres et disait qu'il faut une approche africaine contre le sida, mais il était complètement inspiré par des scientifiques et pseudo-scientifiques californiens, donc des Américains. C'était ça un peu aussi l'ironie qui disait que le VIH n'existe pas, que c'est, à l'époque, que c'est l'AZT qui tue, qui est toxique, que c'est la pauvreté. Et bien sûr, la pauvreté joue un rôle, comme on a vu. Alors, le président Mbeki a rassemblé un panel d'experts pour examiner cette question et pour lui conseiller si le VIH est la cause du sida ou pas. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec lui, de discussions, mais sans aucun effet. Et c'est un des grands échecs, je trouve, de ma direction de l'ONU-SIDA, que je n'ai pas pu le convaincre. À un moment donné, il a quand même accepté d'introduire le traitement, mais seulement sous pression de la rue, pression de la société civile, et aussi suite à une action juridique. Donc ici, vous voyez Zaki Ahmad, qui est le fondateur de la Treatment Action Campaign, qui est fondée en 1998, et qui a vraiment mené une action exemplaire. Tout d'abord, il s'est engagé lui-même, il a dit, c'est un homme gay infecté par le VIH, il a dit « Je refuse de prendre le traitement aussi longtemps que le gouvernement ne le met pas à disposition de mes frères et sœurs qui en ont besoin. » Ça, c'est très courageux. Et c'était le leader de TAC. Et puis, ils ont adopté une stratégie très intéressante, une combinaison d'actions spectaculaires, de manifestations, d'actions donc l'agitation dans la rue. D'un autre côté, action légale. Ils ont toute une, je ne dis pas une armée, mais quand même pas mal d'avocats qui ont fait des procès au gouvernement africain, sud-africain tout le temps, parce que la constitution de l'Afrique du Sud est une constitution très progressiste et qui, par exemple, entre autres, reconnaît, quand on parle de l'interdiction de discrimination, on a dès le début discrimination sur base d'orientation sexuelle, il y a dedans. Il n'y a pas beaucoup de pays où ce soit le cas. Mais aussi un droit à la santé et devoir de protection des enfants et je ne sais plus quoi, est aussi fait partie de cette constitution. Donc, ils ont utilisé le système légal et heureusement, l'Afrique du Sud a un système juridique qui marche et qui protège.
qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment à l'honneur du pays. Et donc, ils ont travaillé sur plusieurs fronts. Et troisièmement, le Treatment Action Campaign a développé une coalition assez surprenante. Qui aurait pu penser que le Chamber of Mines, le Parti communiste, les syndicats, l'Église anglicaine feraient partie d'une même coalition. Et c'est ça aussi le génie, je trouve, de Zaki Ahmad, qui est disons, on pourrait l'appeler un agitateur, un militant certainement, mais aussi un fin stratège. Et c'est cette combinaison qui a vraiment fait la différence, mais après beaucoup d'années de vie perdue. Et maintenant, l'Afrique du Sud a quand même un des plus grands programmes de traitement du sida. Le président Mandela, pendant qu'il était président, n'a pas parlé beaucoup du sida. Après, si. Ici, c'était à la fin de son mandat, le 1er décembre, de sa première année comme président, qu'il a parlé pour la première fois du sida et qu'il a adressé la nation. Il en avait parlé à l'étranger, mais pas en Afrique du Sud. Avec le roi du Zoulou, et jusqu'à la dernière minute, ce n'était pas très clair s'il allait le faire. Et là, il a appelé la nation vraiment à changer de comportement, à s'adresser au sida. Mais c'était assez tard. Bon, pour terminer, il y a quand même aussi de bonnes nouvelles d'Afrique australe. Il y a d'un côté des changements de comportement de la population. Vous voyez ici des résultats d'enquête en 1995 et 2005, où on voit une augmentation d'hommes et de femmes qui sont abstinents, qui n'ont plus de sexe, et grandir dans un environnement où 30-40% des gens de son âge sont séropositifs, ce n'est pas évident. Mais c'est le même problème dans la communauté gay dans certaines villes, mais c'est à une échelle de tout un pays. Il y a aussi le nombre de partenaires, donc des hommes et des femmes qui ont plus d'un partenaire, ça a diminué. Il y a augmentation aussi de l'utilisation du préservatif. Donc je crois qu'il y a de bons développements. Il y a aussi de très bons programmes de prévention, surtout auprès des jeunes, qui s'appellent Love Life, Soul City. Ce sont des programmes qui utilisent vraiment la culture des jeunes pour influencer les jeunes et pas des messages paternalistes qui ne marchent pas de toute façon. Aussi, comme je l'ai dit, il y a maintenant des programmes d'accès au traitement qui sont de plus en plus développés et surtout depuis l'accès au pouvoir du président Zuma, il y a beaucoup plus d'attention pour le sida en Afrique du Sud, même si son propre comportement n'est peut-être pas le plus exemplaire, si vous voulez. Mais ce qui importe là, c'est qu'au niveau pays, c'est vraiment les choses commencent à marcher. Et vous voyez que le Botswana et la Namibie, avec le Rwanda ici en Afrique, sont les pays qui ont le taux le plus élevé d'accès au traitement avec tous ces efforts. Nouveau défi aussi, c'est qu'il est clair maintenant qu'en Afrique aussi, les hommes homosexuels sont à plus haut risque pour l'infection du VIH. Mais il y a une homophobie et une discrimination extrêmement développée. Il y a des propositions de loi comme en Ouganda pour le moment pour la peine de mort pour l'homosexualité ou un homosexuel qui infecte quelqu'un avec le VIH. Donc il y a cette discrimination énorme qui rend les programmes de prévention extrêmement difficiles, pour ne même pas mentionner les violations des droits de la personne. Autre phénomène qui est nouveau en Afrique australe, ça c'est l'héroïne et c'est la drogue. Et aussi bien en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et en Afrique australe, les narcotrafiquants sont en train de passer par là, parce que souvent ce sont des États, pas l'Afrique du Sud, mais d'autres, sont des États vulnérables, fragiles, et ils en profitent pour faire le business de transit pour l'Europe surtout.
Et nous savons par expérience, par exemple dans les pays d'Asie centrale, tous les stands, qu'un pays de transit, en général, devient un pays de consommation. Parce qu'on paye ceux qui sont dans le business avec la drogue, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, pas seulement l'héroïne, mais aussi les drogues synthétiques. Donc voilà, je crois qu'il y a de l'espoir en Afrique australe parce qu'il y a beaucoup plus de leadership de politique et au niveau de la communauté, mais ça va prendre probablement des décennies pour réparer les dégâts du sida. Des dégâts en termes de vie perdue, souvent des gens en qui la société a investi pour la formation, et aussi des dégâts de, comment dirais-je, de la résilience de la communauté. Et il n'est pas très clair aujourd'hui comment la société va continuer à gérer cette épidémie du sida. Et c'est là que la semaine prochaine, je vais parler de la riposte au niveau de la communauté, le rôle de la société civile et de la politique. Et l'Afrique australe restera quand même une région où une riposte exceptionnelle sera nécessaire pour que ces sociétés puissent se développer. Ils ont un potentiel énorme, mais ce potentiel énorme est vraiment miné par cette terrible épidémie du sida. Merci beaucoup pour ce soir.